Nouveaux acteurs du marketing d'influence, ils sont devenus en quelques années les collaborateurs privilégiés des marques et des annonceurs. Adulés par leur communauté, ils sont pourtant mal aimés et bien souvent moqués par les médias mainstream. N'en déplaise à certains, ils jouent désormais un rôle crucial dans les stratégies de communication des marques, jusqu'à être convoités par le gouvernement pour renforcer le discours officiel. Ce qui était autrefois perçu comme marginal devient aujourd'hui le Graal à atteindre pour de nombreuses personnes, et même si le nombre d'influenceurs ne cesse d'augmenter, certains arrivent tout de même à tirer leur épingle du jeu. Aujourd'hui, je reçois une référence incontournable dans cet univers dont tout le monde parle, mais dont on sait très peu de choses en réalité. Elle s'est lancée en 2008 et s'est rapidement imposée dans le game avec un blog qu'elle a dirigé comme un vrai magazine de mode, à la différence près que la ligne éditoriale, c'est elle. En l'espace de 12 ans, beaucoup de choses ont changé dans le monde de l'influence, mais elle a réussi à perdurer et se réinventer grâce à sa vision artistique et ses talents pour la communication qui ont permis de transformer ce qui était au départ un simple blog en une véritable marque sollicitée par les plus grands noms de la mode. Fondatrice du blog La Revue de Kenza et chef d'entreprise, elle vient de sortir son premier livre, Ma vie sous influence, et elle est avec moi aujourd'hui pour répondre à mes questions. Kenza Sadoun El Glaoui, bonjour. Bonjour Manal. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Alors, Kenza, je commence tous mes entretiens avec la même question. Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui ? Je fais ce que je fais aujourd'hui parce que j'ai eu la chance de pouvoir en faire un métier. C'était un loisir initialement qui est devenu un métier et ça fait 12 ans que je fais ça, du coup à plein temps, et que je ne m'en lasse pas. Donc voilà, je continue. Qu'est-ce qui vous motive quand vous vous levez le matin, justement ? Qu'est-ce qui vous plaît tant dans ce que vous faites aujourd'hui ? Ce qui me plaît le plus dans ce que je fais, c'est véritablement la diversité de ce que j'entreprends. C'est-à-dire qu'à travers ce métier, au-delà de la casquette de blogueuse / influenceuse / créatrice de contenu, c'est que j'exerce plusieurs métiers. On s'en rend peut-être pas compte, mais j'ai une casquette du coup de rédactrice, une casquette de community manager, une casquette parfois de photographe, parfois de retoucheur photo, parfois de directrice artistique. Voilà, il y a beaucoup de casquettes en un seul et même métier, et ce sont des journées qui ne se ressemblent pas. C'est pour ça que je ne m'en lasse pas. Vous n'avez pas le temps de vous ennuyer ? Absolument pas. La routine, c'est pas fait pour vous ? Ah non, clairement, la routine, c'est pas fait pour moi. On se rejoint sur ce point. Moi aussi, je déteste la routine. Je comprends. Mais c'est vrai que c'est bien de pouvoir trouver un métier, justement, où on touche un peu à tout. Et j'ai l'impression aussi que ça vous permet de libérer votre créativité, chose qui me semble importante aussi dans votre parcours. Ouais, c'est un peu le cas, mais c'est vrai qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que le succès que mon blog a connu est arrivé un peu subitement, donc j'ai pas cherché à provoquer ça d'une façon ou d'une autre. Effectivement, enfin, il y a quelque chose de créatif dans mes gènes, puisque toute ma famille, voilà, que ce soit mon père ou ma mère c'était plutôt la mode et l'image, mon père c'était plutôt la musique, la production de clips vidéo, donc j'ai toujours baigné dans cet univers-là assez créatif, mais je ne savais pas pour autant vers quelle voie me diriger. Et en fait, c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir à faire ce que je fais parce que y a cet aspect-là créatif que je tâte un peu tous les jours, mais il y a aussi surtout l'aspect entrepreneurial qui m'excite énormément et qui est aussi un univers dans lequel j'ai grandi puisque mes parents étaient entrepreneurs, mon frère est entrepreneur. Enfin, entreprendre, c'est vraiment quelque chose qui m'anime véritablement. Mais justement, j'aimerais bien parler de votre enfance. Quel genre d'éducation vous avez eu ? Est-ce que l'école, c'était quelque chose d'important pour vos parents ? Ou est-ce qu'au contraire, ils vous ont encouragé dans d'autres domaines, comme par exemple des domaines plutôt artistiques ? Alors l'école, c'était important pour ma mère surtout. Ma mère tenait absolument à ce que j'ai le bac. Elle m'a toujours dit, une fois que t'as le bac, je te lâche, tu fais ce que tu veux. Parce que je sais que tôt ou tard, tu pourras reprendre ou pas tes études. Mon père, pour le coup, lui a arrêté ses études à 15 ans parce qu'il était dyslexique, dysorthographique, et à l'époque, il n'y avait pas autant de structures spécialisées pour des personnes comme lui. Donc il était très déconcentré. Enfin, c'était vraiment compliqué. Donc pour lui, mon père, c'est l'école de la vie. C'était, ok, mes enfants, s'ils ne brillent pas à travers l'école, ils brilleront autrement, j'ai confiance. Mon père, il avait vraiment une confiance en nous qui était dingue. Et en fait, le match des deux a fait quelque chose d'assez positif, c'est-à-dire qu'on avait le double discours. Et on pouvait choisir, soit effectivement de s'investir à fond dans l'école, parce que ma mère était plutôt scolaire, bien qu'elle a arrêté, elle, à son tour, l'école finalement assez tôt, parce qu'elle a eu l'opportunité de pouvoir entreprendre avec mon père à l'âge de 20 ans. Mais on avait le double discours, ce qui fait qu'on a toujours été assez libre dans nos choix. Mais effectivement, il fallait quand même, ce qui rejoignait les deux, en fait, finalement, c'était
l'idée de commencer quelque chose et le terminer. Voilà, ça c'était ce qui avait de plus important. On démarre quelque chose, on le termine. Parce que mon père avait beau être plutôt light sur les cours, etc. Moi, quand j'ai redoublé ma 4e, celui qui m'a passé un savon, c'était pas ma mère, c'était mon père. C'est vrai ? Ouais, comme quoi. Ouais, comme quoi. Et j'ai l'impression que obtenir le bac, c'est toujours un truc super important pour les parents. Bah oui, c'est quelque chose de très très important. C'est le passe d'entrée. Ouais, c'est effectivement, et je pense qu'en fait, avec le recul, je pense qu'au-delà de simplement passer le bac, c'était une façon pour nos parents de nous dire, ok, vous avez démarré toutes ces études pour cette finalité-là, donc vous êtes si proche du but, allez-y. Vous n'allez pas lâcher en cours de route. Après, effectivement, si vraiment j'avais eu des énormes difficultés scolaires, je pense que mes parents m'auraient pas maintenu jusqu'à ce que j'ai le bac. Ouais. Mais je crois que c'est au-delà de vraiment véritablement avoir ce diplôme, c'est une façon de nous éduquer, de dire ok, allez au bout des choses. Mais du coup, puisque vous avez eu un peu les deux sons de cloche, le choix entre le fait de faire de longues études ou bien de vous orienter dans un autre domaine, vous étant petite, qu'est-ce qui vous plaisait le plus ? Vous rêviez de quoi étant enfant ? Je rêvais de plein de choses et de rien à la fois. C'est-à-dire que je fais pas partie de ces jeunes filles qui voulaient être vétérinaires ou qui avaient vraiment un objectif à atteindre. Moi, j'ai toujours adoré la mode. Donc, je disais, plus tard, je travaillerai dans la mode. Et puis, c'est incroyable. Ouais, j'adorais la mode. Ma mère bossait plus ou moins dans la mode. Donc, du coup, de près ou de loin, je touchais déjà à ça. Je me souviens que j'étais hyper animée par le journalisme déjà petite parce que j'écrivais beaucoup. J'aimais tout ce qui était littéraire. Je rédigeais des lettres, je rédigeais des carnets. Et je me disais, finalement, journalisme de mode. Voilà, après on a les fantasmes de devenir un jour une grande danseuse, une grande chanteuse. Je savais pas vraiment en réalité. Mais finalement, vous y êtes arrivé d'une certaine manière à votre façon. Vous avez emprunté un chemin différent, mais c'est un peu ce que vous faites un peu aujourd'hui. Non, mais c'est dingue. Cette histoire, je l'explique pas, en fait. Je l'explique pas parce que c'est pas comme si, effectivement, je m'étais fixé cet objectif et que j'avais travaillé pour. J'ai travaillé sans véritablement savoir ce que j'allais devenir. Ouais. Et je trouve ça très difficile de demander à la fin d'études scolaires, en tout cas après la terminale, alors qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Mais c'est hyper dur. Moi, à 17-18 ans, je savais pas ce que je voulais faire. Mm-hmm. Est-ce que vous connaissez la loi de l'attraction? A priori, je la connais. C'est un peu ce qui s'est passé dans votre cas alors. Ouais, finalement, avec le recul, c'est pas faux. C'est pas faux. Et on attire à soi ce qu'on a vraiment envie, le désir ardent qu'on a en soi. Ouais. Et à force de se le répéter, de se l'imaginer, finalement, on attire à soi ce qu'on veut. C'est vrai. Alors, vous avez fait vos premières armes dans le monde professionnel en travaillant pour l'entreprise de votre mère. Mm-hmm. Et vous dites d'ailleurs que c'est la meilleure expérience de votre vie. Pourtant, les relations étaient un peu compliquées avec elle. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous avez appris et qui vous a vraiment servi dans ce que vous faites aujourd'hui? C'était la meilleure expérience de ma vie, oui et non. Meilleure expérience peut-être professionnelle, parce que là où véritablement je me suis formée, c'était là. Je m'en rendais pas compte, mais sur le coup, j'en voulais pas à ma mère, mais c'est difficile de bosser avec sa mère et pour les sociétés de sa mère. Ma mère, c'était une femme d'entreprise, une chef d'entreprise, qui avait vachement de pouvoir, qui avait 2 sociétés, qui menait de front un peu tout ce qu'elle faisait. Tout fonctionnait en fait, tout fonctionnait. Donc c'est passer derrière et ça peut être compliqué parce qu'en plus ma mère était exigeante, c'est-à-dire que ok, ma fille, tu veux bosser pour moi, tu veux faire tes armes chez moi, pas de problème. Par contre, tu le fais à ma façon. Et alors c'était. Donc du coup, vous avez appris la rigueur, la discipline. Ouais, j'ai appris ça, tout ça. J'ai appris en fait l'entreprise, quoi. J'ai appris la comptabilité, j'ai appris ce qu'il y a de bien dans une société, ce qu'il y a de moins bien, j'ai appris à faire un café, j'ai appris à recevoir, j'ai appris à démarcher, en 2 ans, vraiment, il y a des moments où je me disais, mais j'en peux plus, en fait, c'est trop dur. En plus, ma mère, derrière, qui me lâchait pas. Et finalement, je l'en remercie, parce que c'était la meilleure expérience, que j'ai pu réaliser, parce que, honnêtement, sans ça, avec le recul, j'aurais jamais pu, être ce que je suis aujourd'hui. Jamais. Je sais qu'aujourd'hui, si mon blog, 12 ans après, continue de fonctionner, si mes réseaux fonctionnent, si je suis encore sollicitée par les marques, c'est pas parce que je suis la plus populaire, parce qu'il y a des filles qui ont beaucoup plus d'abonnés que moi. Alors pourquoi? Parce que j'ai une rigueur, parce que je suis très professionnelle, j'ai une conscience professionnelle, je joue le jeu quand on me fait confiance. Ça peut paraître prétentieux, mais c'est ce qui revient souvent auprès de l'agence qui me représente. C'est ma rigueur, et je sais que tout ça, c'est uniquement grâce à ma mère. J'ai été formée de cette façon-là. Au-delà même du fait d'apprendre à gérer une entreprise, c'est le fait d'acquérir des compétences, des soft skills, comme vous disiez, la discipline, la rigueur, qui sont en fait importants dans tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut mener. En étant salarié, en étant étudiant, en étant et les rapports humains aussi. Et les rapports humains. Moi, je me souviens que ma mère me disait toujours, dans ce métier, dans ce qu'on faisait, donc elle faisait de la production de photos, elle me disait, il n'y a pas d'ego.
Tu mets ton ego de côté, il n'y a pas d'ego. Et ça, elle m'a bourré le crâne avec ça. Tu mets ton ego de côté. Et une fois qu'on l'a compris, ce qui est pas évident, parce que je trouve que parfois à l'école, on a tendance à mettre certaines personnes sur un piédestal et vous faire comprendre que vous êtes un peu moins bien parce que vous avez pas forcément les notes de tel ou un tel. Mais bon, on est tous les mêmes. Alors en entreprise, effectivement, il y a des degrés, il y a des supérieurs, etc. Mais mettre son ego de côté, vraiment, c'est quelque chose que j'ai pu acquérir de cette façon-là, et pas à l'école. C'est un excellent conseil, en tout cas, mettre son ego de côté. Il y a même un grand auteur, Ryan Holiday, qui a sorti un livre sur ça, qu'il l'appelait Ego is the enemy. C'est pour dire. Ah ouais. L'ego est notre plus grand ennemi. Et oui, donc c'est pas faux. C'est un excellent conseil à suivre. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous annoncer que plusieurs guests ont rejoint l'équipe de mentors dans l'application Studi et que vous pouvez désormais suivre les cours des meilleurs experts français et américains dans des domaines très différents. Pour rappel, Studi, c'est un programme et une application mobile pour développer vos connaissances en seulement 5 minutes par jour. L'idée, c'est de partager avec vous toutes ces choses qu'on n'apprend ni à l'école, ni en entreprise, mais qui ont pourtant largement contribué à la réussite des personnes que j'ai rencontrées et interviewées dans ce podcast. Vous avez d'ores et déjà accès à des dizaines de sujets différents, comme les finances, la productivité, la créativité, la négociation, le wellness ou encore les soft skills. En pratique, voilà comment ça fonctionne. Tous les lundis et tous les jeudis, vous recevez un nouveau cours de 5 minutes directement dans votre boîte mail que vous pouvez lire ou écouter sous format podcast. Vous pouvez également accéder à tous les cours, répertoriés par catégorie et par guest, directement dans l'application mobile. Vous êtes déjà très nombreux à vous être inscrits dès le lancement de Studi et je vous remercie beaucoup pour tous vos retours positifs. Et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez toujours rejoindre notre communauté d'apprenants en cliquant sur le lien que vous trouverez dans la description de ce podcast. Et n'oubliez pas, votre réussite dépend de votre niveau de connaissance. En 2008, vous lancez votre blog, La Revue de Kenza, et vous faites rapidement votre place dans l'univers du blogging mode et lifestyle. Et petit à petit, ce qui était à la base une passion est devenu un véritable métier pour vous. Aujourd'hui, comment vous définiriez ce que vous faites aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'aime dire que je suis une créatrice de contenu. Alors, on me dit souvent, oui, tu es influenceuse. Alors, c'est un mot qui est rentré dans les mœurs, mais c'est un mot avec lequel j'ai beaucoup de mal. Pourquoi ? Influenceur, pour moi, c'est un peu un mot fourre-tout, parce que pour moi, tout le monde influence tout le monde. C'est pas parce que j'ai des cas sur Instagram avec un compte vérifié que je suis influenceur. C'est-à-dire que moi, j'ai pu être influencée par des personnes qui sont pas forcément populaires sur Internet. Et créatrice de contenu, je trouve que ça résume très bien ce que je suis. Je crée du contenu. Alors, peut-être créatrice de contenu digitaux dans ce cas-là, mais je préfère ce terme-là qui résume très bien ce que je fais. Alors, vous avez fait du chemin depuis 2008 et vous êtes encore là, bien présente dans le game. Un game ultra concurrentiel, donc je tiens vraiment à vous féliciter d'abord pour ça, Merci. Pour le chemin parcouru. Mais qu'est-ce qui a changé vraiment par rapport à vos débuts ? Il y a tout qui a changé. Tout ? Il y a tout qui a changé. Aujourd'hui, on parle d'une industrie. À l'époque, on parlait d'un loisir. Déjà, pour commencer, ça s'est professionnalisé. À l'époque, je gagnais pas d'argent. Aujourd'hui, je gagne ma vie grâce à ça. Ouais. Les relations avec les marques aussi qui ont changé. À l'époque, effectivement, c'était un échange de bons procédés. C'est-à-dire qu'une marque m'envoyait des fringues que je mettais en avant. J'étais hyper contente. Je leur écrivais un article énorme, et alors que mon blog était hyper bien référencé, j'avais 40 000 vues par jour, je me rendais pas compte qu'on pouvait monétiser tout ça. Aujourd'hui, j'ai plus besoin d'éduquer les marques, j'ai plus besoin d'expliquer à une marque que s'ils veulent une mise en avant, il va falloir me payer, parce que moi je paye un photographe, je vais payer mes impôts ensuite, j'ai des agents, enfin la démarche est différente. La démarche est différente, et c'est là où il faut faire attention, c'est que on peut se perdre aussi très très vite quand on a du succès dans cette industrie-là, parce que l'appât du gars peut être plutôt fort, et ce qui se passe, c'est que il faut réussir à rester assez authentique dans ses choix et dans ce qu'on met en avant. C'est ce qu'il y a de plus difficile. Voilà. Et au départ, c'est vrai que quand le blog n'est pas monétisé, quand nos réseaux ne sont pas monétisés, tout ce qu'on met en avant, c'est véritablement des coups de cœur. C'est-à-dire que c'est pas les marques qui viennent nous chercher. C'est-à-dire que c'est nous qui allons écrire un article sur telle ou telle chose. Aujourd'hui, moi, c'est les marques qui me sollicitent. Je n'ai jamais eu à solliciter une seule marque de ma vie. Voilà. Donc moi, j'ai plus qu'à faire un choix, en fait, parmi toutes les marques qui me contactent. Est-ce que vous trouvez que la progression est positive ?
La progression est positive, mais pas que. Naturellement, à partir du moment où ça se professionnalise, il y a des côtés qui sont un peu moins légers, qui me déplaisent. Lesquels, par exemple? La concurrence, par exemple. La concurrence. J'ai du mal avec cette notion de concurrence, parce que je suis pas là-dedans du tout. J'ai jamais été dans la concurrence. Est-ce que c'est un défaut? Est-ce que c'est une qualité? J'en sais rien. Je me suis jamais mise la pression. Jamais. Jamais mise la pression pour avoir tant d'abonnés. Jamais mise la pression pour poster à un tel rythme. Mais je sais que c'est le cas pour beaucoup. Je sais que c'est le cas et j'en entends des histoires. J'en entends beaucoup des histoires. Ça pousse même certaines personnes à la déprime, hein, au burn-out. Ouais. Cette concurrence, elle peut être très malsaine. Ça peut être un moteur, mais ça peut être très malsain. Voilà. Et c'est ce que je trouve dommage parce que ce que je dis, moi, c'est que quand on tient des réseaux sociaux et quand on met un blog ou une chaîne YouTube ou quoi au caisse en avant, on a tous sa propre patte. Il y a pas, en fait, on n'est pas sur le même secteur, même si, ok, on va se retrouver à deux influenceuses, créatrices de contenu mode sur le même voyage de presse. Tu es toi, tu as ta communauté, tu as ta cible, je suis moi. On n'est pas les mêmes. C'est, cette notion de concurrence, j'ai un peu du mal. Moi, je me suis jamais préoccupée de ça, en fait. Je trouve que c'est un bon état d'esprit, c'est clair, mais est-ce que il vous est jamais arrivé vraiment de voir, par exemple, une campagne avec une autre influenceuse et vous dire, ah, mais mince, moi, j'aurais bien voulu faire ça. Pourtant, je connais la personne, je connais la marque. Peut-être pas, c'est peut-être pas de la jalousie, mais juste se dire peut-être que moi, je suis, plus légitime à faire ça. Alors jamais. C'est pas quelque chose qui vous a traversé l'esprit. En toute franchise, ça ne m'est jamais arrivé. Alors j'ai de la chance parce que je bosse bien depuis 12 ans. Là où j'ai pu avoir les boules parfois, et ça c'est vrai, c'est à la naissance de quelques marques qui ont pu me contacter parce qu'elles n'avaient pas de budget, qu'elles voulaient faire des mises en avant. Il m'est déjà arrivé, et je le fais encore, de mettre en avant des marques sans être rémunérée, quand véritablement je me dis ouais, ça mérite d'être connu, ça mérite qu'on en parle, et que ces propres marques qui ont pu faire une levée de fonds dans la foulée ou gagner un peu d'argent ne font pas appel à nouveau à moi quand il s'agit d'une campagne rémunérée. Ah oui, c'est pas sympa. Je me suis juste dit, ok, ça m'est arrivé plusieurs fois, c'est pas élégant, mais ça on peut pas le prévoir. Ouais. Je vais pas m'empêcher pour autant de mettre en avant une marque parce que c'est un coup de cœur. Je vais pas fonctionner en anticipant, en me disant, ok, attention Kenza, tu t'es déjà fait avoir une fois, 2 fois, on t'a pas recontacté par la suite, t'as été celle qui a déclenché le truc, on n'est pas revenu vers toi, je vais pas faire payer les autres marques qui suivraient derrière. Donc ça, voilà, après, ça c'est les gens et leur conscience. Oui, ça fait partie du jeu en même temps. C'est ça. Est-ce qu'il vous arrive de regretter le temps d'avant, l'époque des débuts? Ouais, je regrette le temps d'avant. Mais parce que, alors après, moi, c'est quelque chose qui m'est propre. Je suis la personne, je crois, la plus nostalgique du monde. Ah, il m'arrive aussi parfois d'être nostalgique. C'est vrai, vous êtes sur Balance. Pas mal de choses. Votre signe astro, c'est pas ça? Non. Ouais, parce que j'entends tout le temps que c'est dû à la Balance, à mon signe astrologique, donc vrai ou faux, mais je sais pas, je suis quelqu'un qui vit tout le temps dans la nostalgie. Et je profite pas assez du moment présent. Donc je me rends pas compte. Et je sais que là, le moment qu'on est en train de passer, vous et moi, je sais que quand je réécouterai ça dans, je sais pas, peut-être 6 mois, 1 an, je me dirais, mais c'était pas mal cette période en fin de compte. J'ai pas assez profité. Donc oui, je regrette forcément le temps d'avant parce qu'il y avait tout à faire. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans cette industrie-là. Mais qu'est-ce que vous regrettez le plus? Qu'est-ce qui vous rend le plus nostalgique? Est-ce que c'est le fait justement que c'était pas vraiment un business, il y avait pas cette grosse industrie derrière, c'est ça? Le fait pas forcément. C'est moi ce que je regrette le plus, c'est c'est ma naïveté, c'est-à-dire que je regrette cette façon de faire qui était celle où je ne calculais rien. J'avais envie de poster quelque chose, je le postais, je me demandais pas si ça correspondait à mon feed, pas à mon feed, etc. Aujourd'hui, voilà, j'essaye de garder ma patte, mais il faut quand même que j'applique les codes qu'on retrouve sur Instagram et sur Internet en général. C'est aussi pour ça, je pense, qu'à 34 ans et 12 ans après, je suis encore là et que je suis encore invitée à des voyages de presse où je suis avec des nanas qui ont 20 ans, parce que j'arrive toujours à trouver ma place en restant moi-même, mais en suivant les règles du jeu, quoi. En vous écoutant, on a l'impression aussi que vous suivez un peu le flow, que les choses viennent naturellement. Mais en même temps, quand on veut atteindre des objectifs et quand on a de grandes ambitions, on sait quand même qu'on doit réfléchir à un plan, à une stratégie pour pouvoir avoir une vision sur le long terme. Est-ce que vous avez réfléchi justement à une stratégie de carrière? Est-ce que vous avez réfléchi à un plan qui va vous mener là où vous voulez? J'y ai jamais réfléchi. C'est-à-dire que c'est drôle parce que quand j'ai démarré mon blog et dans les années qu'on suivit, on me demandait souvent alors tu vas faire quoi après? C'était la grande question, tu vas faire quoi après? Et je disais mais j'en sais rien. Pour l'instant, j'aime ce que je fais et peut-être que ça continuera. Oh, tu sais, ça va durer 1 an, 2 ans. Aujourd'hui, cette question on me la pose plus parce que je crois que les gens ont vraiment inscrit dans leur mentalité que avoir une présence sur Internet, c'était quelque chose qui pouvait perdurer dans le temps. Mais aujourd'hui, c'est vrai que je pense, pour le coup, c'est pas tant pour pérenniser, mais c'est plus pour moi, pour me stimuler
à d'autres sortes de projets. Voilà. Et le livre, si je le sors 12 ans après, c'est pas que j'ai attendu 12 ans pour l'écrire, parce que j'ai été sursollicitée par plusieurs maisons d'édition. Alors pourquoi aujourd'hui? Mais j'ai toujours refusé, parce que je sentais que c'était pas le bon moment. Et j'ai toujours eu peur de faire les choses trop vite. C'est-à-dire que à l'époque où véritablement mon blog était numéro 1, machin, que j'avais tant de visites par jour, etc. J'ai eu tellement de propositions, que ce soit des propositions pour la télé, pour les livres, pour tout et pour rien. Je refusais même la collection de vêtements, la marque, le truc. Je refusais tout parce que je me disais, ne fais pas trop vite les choses parce qu'on va te consommer. On va te consommer, ça va aller vite. Ouais. Et dans 5 ans, t'es fini. On t'oublie. On passera à une autre. Et je sais pas si c'est de l'ordre de la stratégie. En tout cas, j'ai écouté mon instinct. Et aujourd'hui, 12 ans après, je sors ce livre parce que pour moi, c'est le bon moment. C'est légitime. Et j'ai pas lassé ma communauté. C'est-à-dire que j'ai réussi à la faire patienter avec mes publications, mes vidéos, tout ça. J'ai fait progressivement, doucement mais sûrement, comme on dit. Justement, de nombreux influenceurs surfent sur les tendances du moment et s'engagent notamment dans des causes parce que c'est dans l'air du temps. Ça en devient même ridicule, hein, parfois. Ouais. Quel regard vous portez là-dessus? Moi, je pars du principe que... Alors, ça va peut-être déplaire ce que je vais dire, mais c'est un débat que j'ai eu, je crois, avec mon frère. Je ne suis plus trop sûre. Il y a beaucoup de maladresse, justement, quand on met une association ou une bonne action en avant. Il y a beaucoup d'influenceurs qui le font de façon très maladroite. Ouais. Alors, est-ce que c'est sincère ou pas? J'en sais rien. Mais la finalité, c'est que l'association ou la bonne action ou peu importe a sa visibilité. Donc oui, c'est pas toujours sincère, c'est pas toujours bien fait. Mais le but, c'est quoi? C'est que ces personnes-là aient de la visibilité. Je pense, alors je sais pas si on parle précisément de la même chose, hein, vous et moi là, mais j'ai des exemples qui me viennent en tête, je citerai pas les gens, mais j'ai vu déjà des publications qui m'ont heurté. Bah écoutez, moi je pense beaucoup à tous ces mouvements Black Lives Matter, Balance ton porc, MeToo, et j'ai l'impression qu'on peut pas passer à côté de ces mouvements quand on est influenceur. On se doit d'en parler en fait. Et ça, en fin de compte, est-ce que c'est pas vous qui finissez par être influencé justement? C'est pas faux, mais c'est vrai que ça m'agace parce que... Alors moi, personnellement, je relaie les causes qui me touchent. Et la plupart me touchent, évidemment. La majorité me touche. Mais ce que je dis souvent, quand on me reproche, parfois je reçois des messages genre « Kenza, excuse-moi, il y a eu ça, tu l'as pas relayé. T'es influenceur, c'est ton rôle de le relayer. » C'est de ça dont je parle. Et moi, ça m'agace. Parce que il vaut mieux avoir un combat, un véritable combat, que plusieurs combats, en réalité, juste pour être bien, clean, quoi. Clean auprès de sa communauté. Moi, ce qui m'a par contre heurté, c'est voir des influenceurs, quand il y a eu Black Lives Matter, qu'on postait un carré et qui l'ont effacé par la suite. Ça, j'en ai vu. Là, par contre, c'est chaud. Là, je trouve ça très grave de faire ça. Mais bon, ça, c'est mon point de vue. Mais effectivement, être influenceur ne veut pas dire devoir quoi que ce soit en permanence. Et justement, est-ce que ça fait pas partie des nouvelles règles du jeu? Vous savez, si vous vous engagez pas sur ces causes-là, ces causes qu'on voit un peu partout, on va vous le reprocher, justement. Donc, quelle est la part de sincérité dans tout ça? Mais ça devient difficile parce qu'il faut le faire. Et dès lors où c'est de l'ordre du devoir, c'est plus sincère. C'est ça qui est compliqué. Mais moi, en tout cas, je me force pas. En ce qui me concerne, je ne me force pas. C'est-à-dire qu'effectivement, je vois des causes, des choses à défendre qui passent tous les jours. Internet, c'est ça, hein, il y a beaucoup de choses à défendre, mais je peux pas tout relayer. Je peux pas tout relayer. Mais Kenza, est-ce que vous trouvez pas justement qu'avec le temps, c'est comme si vous vous éloignez petit à petit de ce que vous avez commencé à créer au départ, qui était quand même un blog axé sur le lifestyle, sur la mode, sur tout ça, et finalement vous positionnez, vous donnez vos opinions, vos avis sur des choses, voilà, des sujets de société. On s'éloigne quand même un petit peu. On peut le voir comme ça. Truc de départ, quoi. On peut le voir comme ça, effectivement. Après, je pense que quand on a une voix et qu'on peut la faire entendre sur des sujets, en tout cas, qui nous touchent véritablement, c'est important de le mentionner. Moi, je sais que j'ai toujours mis en avant mes points de vue. Et à l'époque, je parlais pas mal de politique et de religion. Et c'est un jour mon père qui m'a appelé, qui m'a dit « Arrête, c'est pas ton truc, on t'attend pas là-dessus. Donc tu arrêtes parce que tu te fais éclater à chaque fois. » Et ça, c'était au début de mon blog. Un petit tweet qui partait, un point de vue. Enfin voilà, de façon spontanée. Mon père m'a dit « Arrête, c'est pas là qu'on t'attend. C'est pas toi, c'est pas ton combat. » D'accord. Bon, mon combat, c'est la mode et la beauté. On peut pas être sur tous les combats en même temps. Non, c'est sûr. Mais après, spontanément, je relais encore des causes qui me touchent, mais je peux pas tout relayer, effectivement. Il faut faire attention à pas tomber dans cette spirale qui est de je vais le faire parce qu'il faut le faire parce que c'est bien, parce que je vais être un influenceur bien si je le fais. J'aurai la conscience tranquille. Ce qui est important, c'est de le faire véritablement derrière les réseaux, pas face aux réseaux, pas pour prouver quoi que ce soit. C'est clair. Vous parliez de politique. Vous, est-ce que vous votez? Ouais. Vous avez voté pour qui pour les dernières élections?
Ah, je vais pas le dire. Ça va créer un Pourquoi ? scandale, ça encore. Oh là là, parce que non, mais moi, j'ai pas de tabou avec ça. C'est comme quand on me demande combien je gagne par mois. J'ai aucun tabou, mais le problème, c'est que pour un oui ou pour un non, on peut heurter aujourd'hui. Donc, je prends plus ce risque-là. Je l'ai fait, hein. C'est dire, hein. J'ai même fait un capital, un sujet entier sur moi sur capital. Donc, pour dire à quel point je suis à l'aise. D'accord. Mais c'est trop compliqué parce que je veux surtout pas heurter. Je veux pas heurter et je sais qu'en donnant cette réponse, il y a forcément des gens qui vont pas comprendre mon choix. Ça coûte cher d'être authentique ? Alors ça coûte cher. Ouais, finalement, ça coûte pas mal cher, ouais. Moi, j'ai l'impression que ça coûte quand même pas mal de dollars. Hein. Il faut faire attention, mais je reprends ce que dit mon père. Voilà, on t'attend pas sur ce créneau-là. Ne t'étale pas. Chacun son rôle, quoi. Il a peut-être pas tort, en fait. Hein. Ah non, il a raison, vraiment. Il a raison, mais ça, je l'ai compris au fur et à mesure du temps. Mais c'est vrai qu'on a envie de s'exprimer, c'est vrai qu'on a envie de partager, etc. Mais malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, il faut réfléchir avant de poster quoi que ce soit. Si je veux organiser, disons, une campagne Le Manal Show avec Kenza, avec la revue de Kenza, je pense que ça serait une super campagne d'ailleurs. Ouais. Ça va me coûter combien ? Ah bah ça dépend quel type de campagne c'est. Est-ce que c'est une campagne qui va aller sur les réseaux sociaux type Insta Story, ou est-ce que c'est une campagne qui va aller sur YouTube? Il va falloir que je fasse la vidéo, que je m'occupe de la vidéo. Est-ce que c'est à moi de rémunérer le réalisateur? Il y a tellement de choses qui rentrent en jeu. Alors moi j'ai un peu réfléchi justement à cette campagne. Alors disons c'est pour une publication Instagram plus une story parce que j'ai l'impression que c'est incontournable et un article sur le blog évidemment la revue de Kenza. Ouais. Bah, il faut partir du principe, alors c'est une fourchette que je donne pour rester un peu flou et pour éviter d'énerver tout le monde, parce que dès qu'on parle d'argent... En tout cas, ça m'énerve pas du tout, ça m'intéresse. Mais moi non plus, ça m'énerve pas. Moi au contraire, moi je ne suis pas envieuse, ni jalouse, ni... les tarifs sont tels qu'ils sont, quoi. Mais pour vous donner une idée, un influenceur qui a 100 000 abonnés sur Instagram est rémunéré environ 1 000 € pour son post. Donc vous en avez un peu plus de 200 000. Ouais, faites le calcul. Donc c'est 2 000. Environ. Pour un post. Après, ça dépend. Que ce soit un post, une story, un article. Non. Un concours va coûter un peu plus cher, par exemple, parce qu'un concours, il faut que je manage. Un concours, il faut que je fasse des relances, que je contacte ensuite les gagnants, etc. La story, c'est encore un autre tarif. La vidéo YouTube, c'est encore un autre tarif. Parfois, il y a des marques qui prennent en charge tout ce qui est production, donc qui vont vouloir shooter, qui vont prendre en charge du coup le studio, le photographe, toute la prod autour. Parfois, ils me demandent de le faire. Donc en fait, voilà, on est flexible, quoi. Moi, je sais que je suis assez flexible et que c'est selon la marque, le budget qu'elle a et ce qu'elle veut véritablement, ce qu'elle me propose. Voilà, on s'arrange, quoi. Ouais, vous voyez tout vraiment comme un projet à part entière. Ouais, c'est ça. Ok. En tout cas, vous pouvez vous sentir à l'aise vraiment de parler d'argent ici dans le podcast. On le fait très régulièrement avec pratiquement tous mes invités. Donc, si vous me faites, on va dire, un package, et on peut se mettre d'accord sur quelle fourchette. Alors, sur un package, par exemple, un set de stories, donc 3 écrans minimum. Ok. C'est ce que je donne à la base. Là, on est vraiment dans le technique et le vocabulaire pro. Ouais. Donc 3 écrans minimum, c'est donc 3 stories sur le même set. Un set de stories, 3 écrans minimum. Un post sur Instagram. Et quoi d'autre? C'est tout? Et l'article sur le blog. Ah, l'article sur le blog, pour le coup, en toute franchise, je ne saurais pas combien il est facturé aujourd'hui. Pourquoi? Il est beaucoup moins demandé. Ah. Ouais, vraiment. Il faudrait que je voie avec mes agents. Mais la dernière fois que j'ai fait un article sur mon blog, en tout cas, qui m'a été rémunéré, c'était il y a environ 1 an pour une marque. Parce qu'aujourd'hui, ils veulent Insta. Donc, ok, on va se rester focalisé sur Instagram. Donc, grosso modo, ça ferait combien? Grosso modo... Après, ça dépend du statut de la marque aussi, mais grosso modo, que je dise pas de bêtises. C'est moi la marque. Ouais. Une marque de prestige. Non, mais j'essaie de réfléchir parce que pour être honnête, moi, je m'occupe pas de ça. C'est mes agents qui s'occupent de ça et qui me font une facture globale à la fin du mois. Voilà, donc je suis pas dans les petits chiffres. Allez, Kenza, on sait quand même que non, je suis en train de réfléchir. Vous devez quand même bien maîtriser ce que vous faites. Pour le coup, je vous jure, ma grille tarifaire, ce n'est même pas moi qui l'ai fixée. C'est-à-dire que là, ils ont augmenté mes budgets parce que j'ai pris des followers. J'ai pris des followers et que mes stats ont changé, etc. Mais du coup, ce qu'on s'est dit, c'est environ 2 000 €. Je dis environ parce que ça dépend de la marque. C'est environ 2 000 € pour un post sur Instagram. Et un set de stories, c'est combien? C'est 1 500 €. Alors, donc, si on part du principe que c'est 3 500 €, mais je pense que si c'est un package, je parle de mes agents, feront un package du coup. En tout cas, merci pour ces éclaircissements, pour votre sincérité. Moi, je trouve ça bien justement de parler de ça librement parce que vous êtes une vraie femme d'affaires.
Ça fait longtemps que vous êtes dans le game. Vous avez progressé. Vous tenez votre marque, la revue de Kenza, et Kenza à part entière. Et moi, je trouve ça intéressant d'avoir votre avis là-dessus, de voir votre positionnement. Et j'aimerais beaucoup savoir quel est votre rapport à l'argent, justement, avec le recul et avec toutes ces années. Mon rapport à l'argent est plutôt sain. Honnêtement, j'ai pas l'impression parce que je gagne ma vie et que je la gagne bien et que ça vient de mon propre business, j'ai pas l'impression d'avoir senti des ailes pousser. Non, moi je fais attention à l'argent, hein, vraiment, c'est-à-dire que je gagne de l'argent mais je mets de côté, j'ai acheté un appartement, donc vous êtes dans l'investissement. Ouais, j'assure mes arrières quoi, vraiment, je vis pas ma meilleure vie quoi. Comment vous avez appris à faire ça? En fait, c'est quelque chose qui est assez inné parce que j'ai toujours vu ma mère étant indépendante. Mes parents ont divorcé quand j'étais petite, donc du coup ma mère est indépendante. Je l'ai vue du coup élever ses 3 enfants, donc nous offrir des belles vacances, pouvoir nous assurer un loyer, enfin voilà, elle a toujours tout mis en place comme il fallait. Et je pense que je reproduis en fait bêtement le schéma quoi, simplement le schéma. C'est vrai que moi mon but c'est à terme de pouvoir peut-être ralentir un peu la cadence plus tard, profiter de mes enfants, de mes petits-enfants, en tout cas plus tard. Donc vous préparez en quelque sorte votre retraite. Oui, mais on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, je profite jamais de l'instant présent. C'est-à-dire que je fais tout genre pour anticiper plus tard, pour être bien. Donc non, mon rapport à l'argent est plutôt sain, vraiment. Après voilà, ouais, ma société gagne des sous, on paye des impôts, enfin comme tout le monde en fait, comme tout le monde, mais c'est vrai que je fais attention, je fais pas n'importe quoi avec. L'éducation financière, ça c'est un truc par exemple qu'on n'apprend pas à l'école. Non. C'est quelque chose moi que j'apprends à travers le podcast, avec toutes les personnes que je reçois, à travers les lectures aussi que je peux faire. Et je trouve que c'est hyper important, on est d'accord, personne ne veut vraiment parler d'argent parce qu'on dirait que c'est un sujet tabou. Ouais. Pourtant, c'est ce qui nous permet de continuer à vivre convenablement, de se faire plaisir, de faire plaisir à son entourage, à sa famille, à ses amis. Donc on est d'accord quand même que c'est un sujet important. C'est un sujet important. Après, je pense pas que ce soit le sujet le plus important parce que je pense qu'au-delà de l'argent, il y a les valeurs et tout ce dont on parlait au début. Ça n'empêche pas en effet d'avoir des valeurs, évidemment. Mais pour moi, effectivement, c'est un sujet important. Gagner sa vie, être indépendant est important. En tant que femme en 2021, pour moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, vraiment. C'est-à-dire que je veux pas dépendre, je veux gagner mon argent. Je veux bien le gagner, je veux vivre confortablement, je veux pouvoir nourrir ma fille du mieux que possible, l'habiller du mieux que possible. Quand je dis du mieux que possible, c'est pas bien, c'est qu'elle est chaud l'hiver, pouvoir lui donner subvenir à ses besoins. Voilà, subvenir à ses besoins, lui potentiellement lui assurer des études si elle souhaite en faire et qu'elle n'en a pas les moyens par elle-même. Je vais essayer de faire au mieux. On verra, voilà, mais ouais, moi j'ai de la chance parce que mes parents ont entrepris, donc c'est des discours que j'ai toujours entendus sur. Vous êtes assez décomplexé en fait sur ce sujet. Ouais, complètement. J'ai pas de soucis. Après, ça fait pas pour autant, c'est pas une force pour autant. C'est-à-dire que ça fait pas la personne que je suis. Peu importe l'argent qu'on gagne, peu importe le salaire qu'on a à la fin du mois, je ne suis pas mieux que toi parce que j'ai acheté un appartement et que tu n'en as pas acheté un. J'ai des copines aujourd'hui qui sont encore très freestyle, qui gagnent leur argent, qui le claquent, qu'ont pas cette façon de penser, mais elles sont bien dans leur vie, elles sont heureuses, elles sont épanouies. Alors que moi, j'ai tendance à être un peu plus inquiète. Mais oui, je suis un peu comme vous du coup. Je fais attention. Et justement, vous avez besoin de quel budget chaque mois pour entretenir votre niveau de vie actuel? Alors impossible d'y répondre. Parce que en réalité, je suis pas tant dépensière. Je ne dépense pas d'argent, vraiment. Je dépense pour mon loyer, pour la nounou de ma fille en ce moment. Alors, vous habitez dans le Marais, c'est ça? Donc le loyer, il est assez élevé quand même. Le loyer est élevé, mais comme partout à Paris. Une grosse partie qui part pour le loyer. Ouais, ça me fait très mal au cœur. 100 mètres carrés dans le Marais, donc voilà, faut faire le calcul, mais j'ai même pas envie de le dire parce que c'est à la limite de l'indécence, je trouve. C'est parce que voilà, c'est dans tout Paris, c'est tellement cher. C'est l'immobilier à Paris, c'est un délire. Mais pourtant, même moi, je loue un appartement que j'ai acheté. Je le loue cher, parce qu'il est meublé, parce qu'il est nickel, et il ne fait que 28 mètres carrés. Mais je le loue plus de 1 000 € par mois. Donc j'ai conscience des prix de l'immobilier à Paris, et je sais que ce que je paye, c'est voilà. Et j'en parlais encore tout à l'heure à Mathieu, mon conjoint, je lui disais, mais tu te rends compte, ce qu'on pourrait avoir dans le sud, une maison dans le sud, avec ce qu'on paye comme loyer,
Oui, c'est sûr. Après, vous dites c'est indécent. Moi, je trouve que c'est pas indécent du tout, en fait. Hein. C'est votre vie, c'est mon vos lifestyle. choix, c'est votre lifestyle. Mais ça a beaucoup augmenté. Vous avez le droit de l'assumer. Ah, mais je l'assume. Mais ça a beaucoup augmenté. Ça a beaucoup augmenté. Ouais. C'est-à-dire que j'étais... Ça a l'air d'être beaucoup, là, Kenza. Non, mais moi, j'ai toujours vécu dans le Marais. Je me souviens, je me souviens des prix auparavant. Ouais, c'était pas les mêmes tarifs. Hein. Bah alors, c'est quoi vos dépenses? Le loyer, les couches culottes, la nounou, les couches, non, parce qu'en plus, je suis en partenariat. Mais, ok, super. Oui, je suis en partenariat avec June, que j'adore. Je dépense pas tant que ça, hein, vraiment. Quand je dis que je suis pas dépensière, ouais, je me fais des petits plaisirs de temps en temps. Et encore, quand je me fais des plaisirs, souvent c'est de la seconde main. Quand je m'achète un joli sac de luxe, je vais sur The Vintage Bar ou Vestiaire Collective et voilà. Mais sinon, non, là où je dépensais pas mal avant que le Covid ne cesse, enfin ne cesse nos activités. Ah, je sais, c'est quoi? C'est-à-dire les voyages. Les voyages, beaucoup, et les restaurants. Les restaurants, pour moi, c'est un plaisir, quoi. Surtout quand on habite à Paris, il y a des bons restos. Ouais, il y a toujours des nouveaux restos qui émergent, etc. Et ça, c'était vraiment... j'ai l'impression de parler d'une autre époque, quoi. C'est dingue. C'est vrai, moi aussi. Mais ça manque beaucoup. La plupart de mes sous partaient dans les restaurants, etc. Oui. Je gagne bien ma vie, hein. Je vais pas mentir. Je gagne ma vie. Je gagne bien ma vie. Suffisamment pour m'être acheté un appartement, pour vivre dans le Marais, pour avoir un frigo plein, et à une époque faire des voyages. Ouais. Bah moi je pense que justement il faut l'assumer. Moi en tout cas je suis très contente pour vous Kenza, je vous le dis. Merci, c'est gentil. Parce que je sais que ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation, beaucoup de résilience. Personnellement, moi j'aspire à vraiment bien gagner ma vie, avoir un niveau de vie confortable pour moi, pour ma famille, pour mon entourage. Et je sais qu'en gagnant bien ma vie, je pourrais faire beaucoup plus de choses, ne serait-ce que dans mon travail en fait. Ouais. Pouvoir développer beaucoup plus de projets. Génial. Pouvoir apporter encore plus à la communauté du Manal Show. Ouais. Et tout ça, ça demande beaucoup d'argent. Mais c'est progressif, hein. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je parle au bout de 12 ans. Je gagnais pas ces sommes-là, hein, il y a 12 ans. Pas du tout. Et effectivement, je dis beaucoup effectivement. En effet, je gagne bien ma vie, mais je travaille. Alors, comme tout le monde. Mais c'est vrai que le travail, il y a souvent une notion de charge, une notion négative. Quand on dit travail, gagner sa vie, il faut qu'il y ait une connotation négative, une pénibilité. Il faut que ce soit dur. Ouais, vous en parlez très bien d'ailleurs dans votre livre. Ouais, moi je gagne pas ma vie de façon difficile, clairement, hein, mais je travaille. Franchement, je compte pas mes heures. Et là, je vais pas vous mentir, depuis que je suis revenue de la maternité en septembre, il y a des moments où je craque parce que je vois pas assez ma petite. Mais ça, c'est mon choix. C'est mon choix parce que je me rends compte que je la vois une demi-heure par jour. Ça me tue. Ça me tue. Mais j'ai envie de maintenir mon niveau de vie. Et j'ai même appelé mon père en lui disant, mais comment tu faisais à l'époque, toi? Parce que mes parents, ils étaient dans le même cas de figure que moi. C'est-à-dire qu'ils bossaient, ils étaient deux, ils entreprenaient. Ils avaient un peu moins de 30 ans. Et je lui ai dit, mais comment tu fais pour ne pas culpabiliser de pas avoir ton bébé autant que tu aimerais et à côté de ça, maintenir ton niveau de vie? Et du coup, il répond quoi? Il m'a répondu, détends-toi avec ça, tout va bien. Mais mon père, il est très chill. Mon père, c'est un pisse. Voilà, il m'a pas répondu, il m'a pas donné l'astuce véritablement, mais il m'a fait comprendre que... Mais c'est peut-être ça, en fait. Ça va aller. C'est de se détendre. Mais ouais, c'est ça. Mais voilà, j'ai un niveau de vie très confortable. Mais parce que même le week-end, on s'en rend pas compte, mais je bosse. Je suis sur mon ordi. Je bosse le soir. Je finis de dîner. La petite est couchée. Je retourne sur mon ordi. Et voilà. Et les marques qui bossent avec moi et mes agents vous le diront. Après, je dis pas que voilà, c'est de l'ordre de l'exceptionnel, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui bossent beaucoup et qui gagnent pas la même somme que moi à la fin du mois. Mais je travaille et j'ai cette crainte aussi. J'ai cette crainte parce que je sais que si je m'arrête de bosser, il y a plus rien qui rentre. J'ai toujours eu cette crainte de me dire, OK, je suis pas salariée. Si je t'arrête demain, tout s'écroule. Véritablement. Je fais une pause, tout s'écroule. Ça va trop vite. Du coup, ça vous pousse à faire toujours plus. Ça me met la pression. C'est une bonne pression, mais c'est une pression qui parfois peut être too much, quoi. Je rêve, en 12 ans de week-end, en 12 ans de vacances, etc., je n'ai jamais coupé. Mais parce que je ne le veux pas. Je n'ai jamais dit, OK, je laisse mon téléphone. Je n'y arrive pas. C'est une grosse charge mentale. Ouais, c'est une charge mentale qui est assez énorme. Donc, j'ai pas la charge physique, effectivement, mais j'ai la charge mentale. Ouais, je me mets une pression de dingue. Compte, hein. Non, on se rend pas compte. Mais ça, c'est moi qui me la mets. Et j'arrive pas à trouver le juste milieu. Peut-être je trouverai, hein. Peut-être que, en ayant un deuxième enfant un jour, j'en sais rien. Peut-être je trouverai. Peut-être quand la petite va grandir, je le trouverai. Mais, on s'y habitue à ce confort de vie. On s'y habitue. Moi, avant que ma mère ne décède, j'ai pu l'inviter, faire des voyages avec elle, etc. Franchement, ça c'est ce qu'il y a de mieux dans la vie, quoi. Pouvoir dire à un parent, OK, tu sais quoi, tu prends 10 jours, on part en vacances. Et ça, pour moi, ça a été genre le must, quoi. Et j'ai pu le faire. Donc ça, checklist fait, mais j'aimerais pouvoir le faire avec ma fille maintenant. Ouais. Donc il faut maintenir, quoi. C'est vrai, en fait, c'est vraiment ça, Kenza. C'est gagner de l'argent. Ça permet
de vivre des expériences, de pas se limiter en fait dans ce qu'on a envie de faire. Et je crois que c'est ce qu'il faut retenir. En tout cas, moi, c'est ma conception de l'argent. C'est vraiment un outil, un moyen pour pouvoir vivre des expériences de vie. Et justement, pour beaucoup de monde, être influenceur peut paraître très superficiel, voire même inutile. Pourtant, qu'on le veuille ou non, vous arrivez à créer de la valeur, que ce soit pour les marques avec lesquelles vous collaborez, ou même les personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux. Tout ça à partir de qui vous êtes, à partir de votre personne, parce que vous avez créé un véritable business autour de vous, de Kenza. Est-ce que vous êtes à l'aise avec cette idée ? Ouais, je suis à l'aise avec cette idée. Parfois, je la comprends pas. C'est-à-dire que je comprends pas cet engouement, je comprends pas. Parfois, je reçois des messages de jeunes femmes et qui me disent, mais merci, parce que sans t'en rendre compte, tu m'as sorti de telle ou telle situation. Encore hier, une mère de famille qui m'envoie un message, qui me dit, je souhaite rester anonyme, mais j'aimerais pouvoir te parler. Est-ce que c'est OK? Je lui dis, OK, pas de problème, fais-moi une note vocale. Elle a un compte qui est privé, du coup, je vois pas qui c'est. Et elle me dit, écoute, voilà, je voulais juste te remercier. Je suis mère de famille parce que grâce à toi, il y a beaucoup de choses qui se sont passées de positives dans ma vie. J'ai fait le choix de m'installer dans tel quartier parce que tu en as parlé et que j'ai découvert qu'en fait c'était un quartier qui me correspondait. Voilà, et enfin. Bon, j'ai pas bien compris son message, je sais pas où elle voulait en venir, mais juste un merci. Et c'est hyper agréable, mais je ne comprends pas toujours. Je me dis, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Justement, lorsqu'on s'expose, il faut avoir conscience qu'on peut attirer autant de haine que de bienveillance, on est d'accord. Ce sont un peu les règles du jeu, le revers de la médaille. Comment vous gérez vraiment les haters? Je les gère plus, je m'en moque. À une époque, ça pouvait m'affecter un peu plus, mais je ne répondais pas, je n'ai jamais répondu. J'ai toujours compris que ça faisait partie du jeu. Sauf quand on s'attaque à votre frère Diego, si j'ai bien compris. Ouais, bizarrement, je supporte pas qu'on s'attaque à d'autres personnes que moi. C'est-à-dire que même sur une publication où j'apparais avec quelqu'un, si on s'attaque à la personne en question qui a rien demandé, ça me rend folle. Tu t'attaques à moi, il y a pas de problème. Genre, j'ai les épaules pour et je sais ce que je fais. Mais est-ce que c'est vrai, Kenza? Est-ce que vraiment vous êtes devenue étanche à ça? Ça ne fait vraiment plus rien? Mais je vous assure que oui. Parce que c'est des gens que je ne connais pas. C'est pas ma famille, ces gens-là. Je les connais pas, je leur dois rien. Moi, je m'expose, ils disposent, en fait. C'est vraiment ça, apprendre ou à laisser. Moi, personnellement, je prendrais jamais le temps de m'arrêter sur un compte Instagram pour déverser ma haine. Je peux dire, OK, objectivement, bon, ce contenu me plaît pas, allez, je ne follow. Mais jamais je prendrais la peine d'écrire un message. Oui, moi non plus, on est d'accord. Je sais pas, je comprends pas. Est-ce que c'est quelque chose qui vous touchait au départ? Ça pouvait me toucher, notamment quand il y a eu cet épisode de la Ligue du LOL. Il y a longtemps, je sais pas si vous vous souvenez. La Ligue du LOL, ce groupe de journalistes qui s'amusait à s'en prendre à des personnes sur Twitter, dont je faisais partie. Donc ça a duré vraiment longtemps. Sauf que ce que je disais, quand j'en ai parlé à une époque, c'est que j'avais l'impression que c'était normal. Tu t'exposes, donc tu payes. Mais en fait, c'était pas normal. Et c'était non-stop. On prenait des photos de moi, on les détournait, on me mettait des pénis dans la bouche. Enfin, vraiment des trucs hardcore. Hardcore. Et ça me touchait. Parce que je me disais, mais attends, qu'est-ce que je leur ai fait? On ne se connaît pas. Ces mecs-là, je les connais pas. Genre, pourquoi moi? Et quand c'est un follower ou une lectrice ou je sais pas, une personne qui vous suit sur les réseaux, ça a moins d'impact. Ça a pas d'impact. Ça a de l'impact à partir du moment où c'est constructif. Et à ce moment-là, j'appelle pas ça un hater. Un hater, c'est quelqu'un vraiment qui va hater. Quelqu'un qui va m'écrire en off, en privé, pour me dire, écoute, voilà, il y a ça, et qu'on crée un débat. Là, c'est pas un hater. C'est une personne qui véritablement vous suit et a pu être déçue à un moment. Et à ce moment-là, on parle et j'essaie de corriger. Mais un hater, c'est quelqu'un qui va venir vous bâcher. C'est pas pareil. C'est pas la même démarche. C'est vrai. Est-ce que vous répondez à ces gens-là? Non, je réponds pas. J'ai répondu peut-être 1 ou 2 fois, mais sinon je réponds pas. Ouais, j'essaie de pas répondre. J'ai envie, ça me démange. Mais le problème, c'est que je les nourris si je fais ça. Ouais, c'est vrai. Ouais. Vous avez déjà connu, vous, un bad buzz? Ouais. Il y a pas longtemps, au premier confinement. Ça, c'était un peu dur. C'était surtout totalement illégitime, quoi. En fait, lors du premier confinement, quand on nous a annoncé qu'on était coincés à la maison, nous, quelques jours avant, moi j'étais enceinte, personne ne le savait, mais quelques jours avant, on a choisi d'aller à la campagne. Mon copain ayant grandi à la campagne dans une petite bourgade dans le 78, on s'est dit, OK, c'est que 2 semaines c'est ce qu'on nous avait annoncé, 2 semaines. Ces 2 semaines de confinement, on part à la campagne, on part se mettre dans une maison. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bête comme je suis, parce que j'ai été vraiment bête, j'ai filmé ce départ en disant, on part 2 semaines à la campagne, blablabla. Sauf qu'en arrivant sur place, et personne ne savait que j'étais enceinte, pas de réseau téléphonique et pas de Wi-Fi. Donc moi, je me dis, mince, on est locked là pendant 2 semaines, je suis enceinte, il m'arrive quoi que ce soit, c'est quand même pas rassurant. Ma famille n'habite pas en France, je suis seule à Paris, pas pouvoir téléphoner, pas pouvoir écrire un email,
impossible. Donc j'ai fait une autre story, retour, en disant je suis sur le retour, pas de déplacement à la campagne. Sauf qu'une personne très bête, je dis bien très bête, a repris cette story pour la publier 2 jours après. Sauf que 2 jours après, entre-temps, Macron avait déjà parlé en disant vous ne partez pas de chez vous. Il a publié la story sur Twitter. Il a repris ma story en disant les influenceurs qui se barrent machin à la campagne. Ouais, donc en gros, moi j'ai un peu de mal à suivre toutes ces histoires-là sur Instagram. Non, mais ça a été loin. Donc en gros, l'idée c'est vous avez partagé quelque chose sur le moment que vous avez regretté par la suite. Mais je l'ai pas regretté. En fait, j'ai regretté qu'un abruti, je dis bien un abruti, reprenne ses stories pour la balancer 1 ou 2 jours après, dès lors où Macron a parlé, en me faisant passer pour une nana en fait qui ne respectait pas les lois. Mais du coup, est-ce que ça vous a servi de leçon? Comment vous faites aujourd'hui pour choisir, pour déterminer, ok, ça je vais le publier et ça je vais le garder pour moi? Il y a des choses, je peux vous dire, que je ne publie la limite? Et j'ai reçu tellement de menaces, des menaces de mort. Non, mais j'avais jamais eu ça de ma vie, des menaces de mort. Ouais, sale parisienne, tu contamines la campagne et tu reviens. C'est la première fois où véritablement j'ai fait un espèce de communiqué. C'est-à-dire qu'au bout de 2 semaines, ça ne passait pas. Les médias reprenaient ça. Carrément un communiqué. Non, mais j'ai fait, je fais ça comme vous voulez, un communiqué sur Insta. Ça m'était jamais arrivé, mais les médias reprenaient ça, les médias belges, les médias français, etc. Tout pour le clic, on connaît l'histoire. Et là, au bout d'un moment, au bout de 2 semaines, donc en confinement à la maison, avec mon bide, en train de cacher mon truc, j'ai fait un mot, j'ai dit, voilà, maintenant stop, ça va cesser. Voilà ce qui s'est véritablement passé. Je voulais pas en parler, mais quand je vois que même les médias aussi stupides sont-ils à ce moment-là pour reprendre quelque chose sans en vérifier véritablement les sources, parce qu'ils reprenaient une info qui était faussée en plus. J'ai dit, là, faut arrêter. Est-ce que ça vous a coûté des partenariats, des marques qui ont vu ça et qui se sont dit, ok, nous on veut pas s'associer à elle? Pas du tout, parce que dès lors où j'ai publié ça, plus jamais eu un message agressif. Oh bah tout va bien alors finalement, tout se passe bien. C'est réglé, j'aurais dû le faire plus tôt. Mais est-ce que vous avez déjà songé à tout arrêter, à appuyer sur le bouton off? Non, pas vraiment. Je me suis déjà dit, ouais, c'est trop pour moi, mais pas de là à tout arrêter, quoi. J'ai toujours eu conscience que toutes mes émotions, c'était qu'à un moment donné, c'était éphémère, que ça allait passer, que je sais comment ça se passe sur Internet. Tout va très vite, donc un mauvais moment est balayé par un beau moment, et puis voilà. Et puis un coup, on va regarder que toi, tu vas être la lumière, et tu vas être la personne qu'on va bâcher. Et puis une semaine après, ça va être une autre personne. C'est comme ça. Faut être ok avec ça, en fait. On n'a pas le choix. Et vous avez déjà pensé à ce que vous feriez si tout devait s'arrêter demain? Ouais, j'ai déjà pensé, mais je sais pas vraiment sur quoi m'arrêter. Je me suis déjà dit, ok, je me barre en Thaïlande sur une île, j'ouvre un petit commerce avec mon chéri. C'est un peu notre rêve, un peu notre fantasme en cachette. C'est vrai? Ouais, il y a une île qu'on adore en Thaïlande et genre on espère un jour y habiter. Sauf que là, avec les activités qu'on a, on travaillerait pas, quoi. Concrètement, ce serait très compliqué. Mais ouais. Franchement, ouais, j'aimerais beaucoup. Vous avez une faculté à utiliser la force du réseau pour accéder à certaines opportunités. Et moi, je trouve que ça, c'est vraiment une bonne chose parce que avoir les bonnes relations dans son cercle privé, ça peut véritablement vous ouvrir des portes. Mm-hmm. Et vous, Kenza, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous avez compris assez tôt. Mm-hmm. Et j'aimerais savoir comment vous avez construit votre propre réseau et de quelle manière vous l'entretenez. C'est drôle que vous me posiez la question parce que si je vous dis comment j'ai créé mon réseau, c'est très simple, c'est en sortant beaucoup le soir. Je sortais énormément. J'ai de la chance, je suis née à Paris. Donc c'est quand même là où il y a pas mal de choses qui se passent. Je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris. Donc très vite, les petites boîtes de nuit adolescentes que j'ai fréquentées, c'était dans Paris. Les boîtes, les soirées que je fréquentais en étant une jeune adulte, c'était à Paris. Et en fait, beaucoup de personnes qui aujourd'hui ont réussi, ou en tout cas se font remarquer, même dans les médias, etc., sont des personnes que je fréquentais moi plus jeune, mais sans avoir une seule notion de ce qui allait nous arriver plus tard. Donc on rencontre des personnes intéressantes en boîte? Ouais. Je vous jure. Mais moi, je bois pas déjà, donc je buvais pas d'alcool, je me suis jamais retrouvée méchant en soirée ou quoi aux caisses. Donc moi, je sortais, j'étais avec mes copines, mais j'aimais communiquer. J'adorais ça déjà, discuter, échanger, partager. Et je me suis retrouvée avec des gens qui aujourd'hui, sont des gens qui peuvent faire l'actualité. Et c'est marrant. Mais bon, ça, c'est propre à Paris, je pense. Hein. Je sais que, souvent on me dit, ah, t'as de la chance, tu viens d'une famille qui est aisée, etc. Je dis non, moi, ma chance, c'est d'avoir grandi à Paris. En tout cas, pour ce que je fais aujourd'hui, parce que ça, c'est sûr que ça m'a ouvert des portes. D'avoir grandi à Paris. Ouais. Est-ce que vous le faisiez parce que vous aimiez sortir faire la fête avec vos amis, ou est-ce que vous aviez une stratégie pour la suite pour vous? Au départ, c'était vraiment pour l'amour de la fête et de la musique plus que de la fête. Je sortais vraiment beaucoup. Et puis dès que mon blog s'est lancé en 2008, là j'ai commencé à prospecter différemment, quoi. C'est-à-dire que je sortais pour faire la fête, mais voilà, je démarchais aussi, quoi.
Et comment ça se passe alors quand vous démarchez? Bah, vous avez une stratégie? À l'époque, il n'y avait pas de stratégie du tout. C'était ah bah tiens, j'ai créé un blog, si tu veux aller voir. C'était du bouche à oreille. Et puis dès lors où j'ai commencé à gagner ma vie avec, là j'ai commencé à faire des cartes de visite et j'allais à toutes les soirées où on m'invitait. Toutes les soirées. Ouais, toutes les soirées. Je me faisais remarquer. Donc vous faisiez de manière consciente. Ouais. Ah ouais. C'était du vrai networking. C'était des mondanités, quoi. Mais encore aujourd'hui, hein. Enfin bon, aujourd'hui il y a le Covid, donc c'est compliqué, mais encore avant que ma fille ne naisse, etc., avant qu'il y ait tout cet épisode Covid, il n'y avait pas un soir où j'étais chez moi. Mais c'est moi, encore une fois, qui me met la pression, parce que je sais que j'avais pas la nécessité d'aller à tous ces événements. C'est moi, ça c'est... En même temps, ça vous a aidé, je veux dire, avoir un réseau, je trouve que c'est un élément important dans le processus de réussite, dont on parle très peu aussi, hein. Ouais. Mais soyez honnête avec moi, Kenza, est-ce que ça fonctionne mieux avec les mecs ou avec les filles, le réseautage? Avec les deux. Honnêtement, avec les deux. Et je pense que c'est beaucoup une question de feeling. Une marque avec laquelle, moi, il y a des attachés de presse avec qui vraiment je me suis liée d'amitié, quoi. Alors qu'initialement c'était du boulot, mais c'est des personnes, voilà, que j'ai pu rencontrer à un événement et puis on échange nos numéros. On va boire un café parce qu'on échange et on voit les synergies qui sont attractives et pour l'une et pour l'autre. On met au point finalement une collaboration des mois plus tard parce qu'elle va penser à moi. Et puis, vraiment, c'est-à-dire que je pense en tout cas, moi, je le ressens comme ça. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les marques et les agences vont pas se forcer à travailler avec quelqu'un s'il n'y a pas un minimum de feeling sur l'humain. Oui, c'est vrai, c'est beaucoup du relationnel. Donc finalement, pour pouvoir développer un réseau de qualité, vous conseillez justement de sortir. Alors, pas en ce moment, évidemment, c'est un peu compliqué, mais de pas rester seul dans son coin, d'aller vers les gens. C'est bien qu'il y ait un peu de proposition. Oui, pas forcément force de proposition, mais c'est bien qu'il y ait une interaction physique. Parce que sur Internet, c'est génial, hein, on fait tout derrière notre ordi. Mais à un moment, on a besoin de rencontrer les gens. On a besoin de séduire la personne avec qui on va potentiellement collaborer. On a besoin d'échanger, quoi. C'est l'humain. L'humain, c'est ce qui est le plus important, vraiment. Vraiment, vraiment. En tout cas, vous donnez l'image d'une femme qui a confiance en elle et ça fait vraiment plaisir à voir. Comment vous avez appris à développer cette confiance? Je sais pas si véritablement j'ai tout le temps confiance en moi. En tout cas, c'est l'impression que je laisse paraître, mais il y a des moments où je doute, évidemment. En tout cas, c'est quelque chose que vous avez acquis dans le travail. Ouais, dans le travail, ouais. Parce que j'ai compris qu'il fallait que je me fasse confiance à moi-même. C'est-à-dire qu'on m'a toujours appris à ne pas me faire confiance, bizarrement. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression d'être formatée pour pas me faire confiance. C'est bizarre ce que je suis en train de dire, mais j'ai l'impression qu'en allant à l'école, en écoutant les profs, etc., que souvent, en fait, j'étais dans mon coin, dans ma bulle, et je me disais, ah ouais, mais pas du tout, en fait, moi, je rentre pas dans ce format-là. J'avais l'impression, en fait, sans s'en rendre compte, hein, bien sûr, que c'était inconscient, mais qu'en fait, je m'éloignais du peu de confiance en moi que j'avais déjà, et en fin de compte, j'ai réalisé que dès que j'ai cru en quelque chose, et que quelque chose m'a excité ou m'a passionné, c'est quelque chose qui a fonctionné. Donc c'est de l'instinct, je me suis écoutée, je l'ai appliqué, ça a marché, vraiment, c'est pas à tous les coups, hein, évidemment, mais en tout cas, j'ai suffisamment confiance en ma petite voix intérieure. Je pense que vraiment, on est notre petite voix intérieure, c'est la meilleure chose qui puisse nous être donnée, vraiment. Genre, on l'a, l'instinct. Et vous parlez justement d'instinct, je trouve ça intéressant et important, parce que oui, j'ai l'impression que vous faites vraiment confiance à votre instinct, là où certaines personnes cherchent peut-être des choses plus pragmatiques. C'est pas faux. J'ai appris à m'écouter, chose que je ne faisais pas quand j'étais plus jeune. Je m'écoutais pas, j'écoutais les autres, ce qu'on me conseillait. On a l'habitude de demander aux enfants « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand ?» Moi, j'ai envie de vous demander, Kenza, qu'est-ce que vous voulez faire quand vous serez vieille? Moi, j'ai juste envie d'être heureuse. Je ne sais pas ce que je ferai, je ne sais pas où je serai. Moi, je veux juste être heureuse et avoir une grande famille. Mais c'est quoi être heureuse pour vous? Pour moi, être heureuse, ma définition du bonheur, pour moi, c'est d'être entourée de personnes saines qui vous veulent du bien, qui vous tirent vers le haut, et beaucoup d'amour. Et l'amour, pour moi, c'est la famille. Je trouverais pas d'amour aussi intense que celui de ma famille. La famille que je crée, mais aussi ma famille. Mon père, mes sœurs, mes frères, voilà. Ouais. Ça me fait penser à quelque chose, vous savez, une étude qui est parue il y a quelques années déjà et qui montre que pour que l'humain pour développer le bien-être et l'épanouissement chez l'individu, ce qui compte le plus, c'est la qualité des relations humaines. Ouais. Alors, Kenza, vous commencez votre livre avec un message très personnel de votre maman, qui vous a quitté il y a pas longtemps. Et je sais qu'elle a joué un rôle très important dans la construction de votre parcours et de la femme que vous êtes devenue. Et j'aimerais savoir quelles sont les choses les plus importantes qu'elle vous a enseignées et que vous aimeriez transmettre à votre tour à votre fille. Le respect de soi-même, déjà, pour commencer.
C'est-à-dire pouvoir se regarder dans un miroir et être fier de soi-même. Voilà. Je sais pas si ça se dit véritablement, le respect de soi-même. L'indépendance, vraiment, ça, j'ai été véritablement formatée à l'indépendance. Ça, ma mère était très... Ouais, je sais pas comment dire, c'était une femme très indépendante et qui vraiment genre m'a appris à être indépendante et qui me disait il ne faut pas que tu dépendes de qui que ce soit, il faut vraiment que tu gagnes ton argent, il faut que tu sois heureuse grâce à toi-même, il faut que compte sur toi-même, ne compte pas sur les autres, c'est que du bonus pour le reste, etc. Et puis l'amour évidemment. Ma mère, c'était une personne aussi autoritaire et aussi dure dans le travail que dans le perso, la maman, mais la plus aimante au monde. Elle avait vraiment 2 facettes, quoi. Ouais, donc ça. Merci beaucoup Kenza d'avoir répondu à toutes mes questions, mais ce n'est pas totalement fini. J'ai un petit rituel, à la fin de chaque entretien, je pose une série de questions rafales. Le but, c'est de répondre le plus spontanément possible, sans trop réfléchir. Ça dure 1 minute 30. Est-ce que vous êtes prête ? Allez, je suis prête. C'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin ? J'éteins mon téléphone. Quel est le dernier livre que vous avez lu ? Alors, c'est pas un livre que j'ai lu, je me souviens même plus du titre précisément. C'est en fait sur une nouvelle application que j'ai testée il y a pas longtemps et c'est un épisode en fait, c'est un épisode qui se lit. Voilà. D'accord. Quelle est votre dernière folie financière ? Oh là là, mais je fais pas de folie financière, pardon. Oh là là, j'allais dire la nounou de ma fille. Voilà. Que faites-vous dans les moments de très grosse déprime ? Généralement, j'aime bien voyager quand je déprime. Mais là, c'est pas le cas et je déprime pas souvent, donc... Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser ? J'aimerais apprendre à éteindre mon téléphone après 22 heures. Selon vous, quel est le plus grand inconvénient dans le fait de vivre dans le Marais ? La circulation. Impossible dans le Marais. Est-ce que vous avez déjà acheté des followers ? Jamais acheté de followers. Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné ? Le premier qui me vient à l'esprit, c'est sois toi-même. Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie ? Mon blog. Avez-vous déjà souhaité la mort de quelqu'un ? Jamais de la vie. Quel est le luxe dont vous ne pourriez absolument pas vous passer ? Mon indépendance financière. Est-ce que vous connaissez Kevin Systrom et Mike Krieger ? Pas du tout. Quel métier vous n'auriez jamais pu exercer et pourquoi ? Je ne porte pas de jugement, mais aujourd'hui, je ne mange plus de viande. Alors, charcutier ou boucher, c'est compliqué. Quelle est la dernière fois que vous avez fait quelque chose d'illégal ? Ouais, c'est pas très, très légal, mais c'est pas totalement illégal. Je suis allée chez le dentiste, un rendez-vous à 18h15. Voilà, donc je suis rentrée chez moi après 18h. C'est pas non plus le truc le plus non, fou. Ça va. Ouais, ça va. Quel est votre plus grand regret ? Non, j'ai aucun regret. Vraiment. Qu'est-ce qui vous agace le plus chez les autres ? La lenteur de certaines personnes, parfois, que ce soit dans le pro, dans le perso, je suis quelqu'un de très impatient. Si vous aviez 100 € et pas 1 € de plus, dans quoi les investiriez-vous ? 100 € pour le coup, je les donnerais à une association. Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité ? Mon dynamisme. Et selon vous, quel est votre plus grand défaut ? Mon autorité. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir ? J'allais dire j'éteins mon téléphone. Merci beaucoup Kenza d'avoir répondu à toutes mes questions. Et de vous être prêtée au jeu des questions rafales. Merci Manal. Alors pour info, Kevin Systrom et Mike Krieger, c'est les fondateurs d'Instagram en fait. Ah mais oui, c'est vrai. Voilà. Mais en plus, je le savais. Maintenant vous le savez. Mais oui. Alors, si on veut en savoir davantage sur vous, sur ce que vous faites, où peut-on vous retrouver ? Sur mes réseaux sociaux, donc sur mon blog, je suis un peu moins active, la revue de Kenza, sur mes réseaux sociaux, @KenzaSMG. Voilà, partout. Ok. Et bien sûr, je rappelle qu'on peut également se procurer votre livre, Ma vie sous influence, paru aux éditions Le Duc. Je mettrai évidemment toutes les références sur le site lemanalshow.com. Merci encore Kenza, je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets. Merci à vous. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez apprécié cet entretien, la meilleure façon de soutenir mon travail et celui de mon équipe est de laisser un avis positif et vous pouvez ajouter un petit message si vous le souhaitez parce que ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Ça ne vous prendra que quelques secondes, mais chaque avis positif fera la différence, donc je compte sur vous. Vous pouvez également rejoindre notre groupe privé en vous inscrivant gratuitement sur le site
lemanalshow.com pour recevoir tous les contenus exclusifs que je vous envoie chaque semaine. Je partage les meilleures ressources possibles pour développer vos connaissances et vos compétences dans plein de domaines différents et je sélectionne uniquement le meilleur que je prends soin de vous déposer délicatement dans votre boîte mail. Donc n'hésitez pas à rejoindre le club en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de ce podcast ou en allant directement sur le site lemanalshow.com. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve bientôt dans un nouvel épisode. Ciao!